On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Ultimate Frisbee, ici même en Montérégie. Mais tout d'abord, elle est artiste peintre et on va la célébrer avant qu'elle quitte pour Paris. Une artiste que l'on aime bien, que l'on connaît bien, Antonine Rodier, va exposer prochainement du côté de Paris. Mais bref, on va la célébrer un peu tout juste avant, en tenant une réception ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mercredi le 25 janvier prochain. Deux invités pour en parler. D'abord, l'artiste elle-même, Antonine Rodier. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour, Éric. Accompagnée d'André Gagnon, qui est vice-président du complexe funéraire au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Je vais commencer avec André Gagnon. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez invité à venir à votre complexe et qui a eu l'idée de tenir cette réception, ce 5 à 7 pour Mme Rodier? Bien, la décision vient un peu d'un positionnement, si on veut, comme citoyen corporatif qu'on prend, de créer dans notre salle de réception des événements différents, mais d'intérêts culturels et d'autres intérêts qui vont être successifs, ils vont en avoir toute l'année. On a d'ailleurs commencé cette implication-là dans le domaine culturel avec une entrevue que vous avez donnée à Patrick Monard concernant l'installation d'Angelina sur les terrains du complexe. Puis, par l'intermédiaire de Guy Martin, pianiste bien connu, Guy nous a mentionné, parce que c'est un peu discret, le déploiement de Mme Rodier sur Paris. C'est une revue française publiée en Europe seulement. Mais on a pu mettre la main sur une copie de cette revue-là et s'intéresser à ce moment-là, qui est quand même un moment extrêmement important, moi, je trouve, en tout cas pour Saint-Jean-sur-Richelieu, un artiste qui va aller représenter le Québec et le Canada à Paris. C'est pas rien, en fait. Puis, quand on a rencontré Mme Rodier, charmante, qui a un intérêt marqué pour un style de peinture là, qui est très, très, très apprécié. Donc, c'est de là notre intérêt puis notre implication dans cet événement-là. Expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez à Paris? Bon, premièrement, j'ai été invitée par la revue qui est Art et Design. J'ai été invitée une première fois en 2015, en 2019 et en 2022. Alors, en 2022, je ne voulais pas participer parce que côté financier aussi, après la pandémie, les artistes, ça a baissé un peu. Et puis finalement, j'ai fini par accepter. On m'a convaincue qu'il fallait que je sois là, que... Bon. Alors, je suis entrée, j'ai accepté pour 2 pages. Et puis, à 5 jours de l'impression, on m'a rappelé de la France pour me dire « On aime votre œuvre, puis on veut vous mettre en avant sur la page couverture, puis on vous fait un forfait, puis on vous met en avant pendant 1 an sur 4 autres revues. » Alors, je vais sortir encore sur... il m'en reste 3 autres à imprimer. Alors, j'ai pris la nuit pour penser à tout ça. Parce que là, au niveau des sous, c'était pas les mêmes. Puis là, je me suis dit, c'est une offre en or. Ça arrivera probablement pas une autre fois. Puis j'ai fini par accepter. Qu'est-ce que ça représente, cette revue-là, dans le domaine artistique? C'est quoi l'importance? Bien, premièrement, c'est une revue qui est faite pour des artistes. Il y a on travaille un peu avec les gens du design là-bas. Alors, ça le dit, Art et Design, la revue. Et puis, c'est diffusé largement en Europe. Alors, c'est que moi, je vais me faire connaître à l'international. Et puis, c'était le but de ça. Donc, on est arrivé là. D'ailleurs, j'ai participé à 2 autres revues qui m'ont invité aussi en France. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Vous devez vous rendre là-bas? Vous devez y rester un certain temps? Ou vous faites ça un peu à distance? Bref, quel est un peu le canevas? Oui, bien, j'ai déjà exposé à l'international, mais du côté américain, avec une galerie. Moi, je ne suis pas allée. Les œuvres sont parties. Elles ont fait New York et Chicago à 2 reprises. Maintenant, là, je trouvais que, vu que je ne suis pas parfaite bilingue et tout ça, pour moi, c'est plus facile d'aller... Avec la France, oui. Avec la France. Et puis, où on a vu
mes œuvres, c'est probablement Facebook où Oui, je évidemment. diffuse depuis un bout de temps. Alors, on m'a contacté de là. On m'a téléphoné de la France. C'était même pas un courriel, c'était un téléphone. Alors, j'ai demandé où vous m'avez vu. On m'a dit sur les réseaux. Alors, ça a débuté comme ça. Puis c'est un effet d'enchaînement. Le pourquoi moi par rapport à un autre artiste, je ne sais pas. Puis, je suis en réalisme dans mon œuvre. Et puis, maintenant, c'est plutôt l'art contemporain qui fonctionne à plein. Moi, j'ai dit, écoutez, je suis comme un dinosaure dans le réalisme. Et puis, finalement, on m'a dit là-bas, non, en France, le réalisme revient. Okay. Donc, je me trouve à être à un moment où ces gens-là voulaient ça. Puis, sur la page couverture, ça me fait bien rire parce qu'ils ont choisi une scène de New York que moi, j'ai peinte. Ah ouais. Alors, je dis toujours, c'est français, en somme, ils nous disent qu'on est Canadiens alors qu'on est Québécois. Ils aiment l'Amérique, certainement, pour prendre une œuvre comme ça. Mais à l'intérieur de mes 4 pages, il y a beaucoup d'œuvres du Québec. Forcément. Ouais. Et là, vous devez vous rendre là-bas aussi ou... On m'avait déjà invité une première fois, puis je ne suis pas allée parce que c'est très dispendieux là-bas. Là. Et maintenant, j'ai dit, je suis rendue là. D'ailleurs, on prend des cheveux blancs avec le temps et je me dis, c'est le temps de le faire. Peut-être que dans 10 ans, je vais être rendue un peu trop âgée pour ça. Alors, j'ai décidé que ça se passait là. Ça se passait là? Oui. C'est bientôt, ça? Oui, je pars le 31 janvier. 31 janvier. L'exposition, le Art Show est du 5 au 7 février. 3 jours intensifs, là, mais ça va être bien. Bon, André Gagnon, vous avez dit tantôt, ça fait partie un peu du positionnement du complexe funéraire. Bon, complexe funéraire, ça le dit, on comprend la nature de l'activité, mais en même temps, c'est des lieux qui sont propices aussi à d'autres types d'activités. Ça reste des salles de réception dans lesquelles on peut leur donner aussi une autre vocation. Tout à fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va accentuer aussi. L'événement de Mme Rodier en est un. On est déjà en finale d'un autre événement pour la Saint-Valentin, où le 8 février, on va avoir un atelier d'écriture pour comment écrire le plus beau message possible à son conjoint ou conjointe pour la Saint-Valentin. On a plusieurs autres événements déjà en planification. On veut jouer notre rôle de citoyen corporatif, en fait, puis de rayonner au-delà de ce qu'on fait déjà comme métier ou comme profession dans le domaine funéraire. Puis, force aussi de constater que le complexe se prête très bien à ça, compte tenu de la façon dont il a été construit, monté. C'est très... notre salle de réception peut accueillir jusqu'à 200 personnes, donc on est très bien équipé pour ce genre d'événement-là. Puis on va accentuer notre présence de cette façon-là en créant plusieurs événements. Est-ce que l'idée, c'est aussi peut-être d'avoir des expositions à l'interne sur une période donnée, de recevoir un artiste qui, je ne sais pas, moi, peut exposer ses œuvres pendant quelques semaines, voire quelques mois? On peut envisager ça, mais déjà, pour renchérir sur ce que Mme Rodier a dit, je la vois rire, hein, parce que vous savez que la thématique de Mme Rodier, c'est la lumière. C'est la lumière. Donc, Paris, ville-lumière. Fait que moi, j'ai posé une question. Je allais être là 2 semaines. J'allais sûrement faire plein de magasinage de tableaux potentiels. Fait que j'ai dit, quand est-ce que vous pensez avoir des œuvres faites, réalisées de ce voyage-là? On a parlé du mois de septembre ou du mois d'octobre. Fait que j'ai dit, donc, déjà, peut-on prévoir un vernissage, une exposition, quelque chose avec ces œuvres-là qui seront l'héritage de cet événement-là? Donc, oui, c'est des choses qu'on peut envisager, mais on envisage toutes sortes de types d'événements. De nature culturelle. C'est ça. Culturel et autres aussi, là, qui peuvent... Comment ça a commencé, votre carrière? Mon Dieu, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 12 ans avec la peinture à numéro. Mais j'ai dessiné
mon Dieu, plus sur mes murs à l'âge de 15-16 ans, avec des aquarelles. Et puis après ça, je suis retournée avec ce qui restait de petits godets de peinture sur des feuilles de papier de construction, en évolution pour la peinture. Et à l'âge de 18-19 ans, mon premier copain trouvait que j'étais bien. Alors, il m'a acheté un coffret de peinture, c'est-à-dire des canevas et des pinceaux. Et puis, pour mon anniversaire, qui est janvier. Il m'a donné de l'argent pour que j'achète des tubes de peinture et ça a débuté comme ça. Et au fil des décennies, en quoi votre style a-t-il évolué ou vos inspirations ont-elles changé au fil des années? Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par les animaux. Après ça, vers la vingtaine, j'ai tourné au paysage en incorporant des animaux aussi, occasionnellement. Après ça, ça a été plus juste paysage, de jour, mais beaucoup de lumière. J'ai navigué, donc il y a eu beaucoup de scènes d'eau aussi. Ouais. Et puis, par la suite, j'ai dit, OK, là, il faut que je me démarque par quelque chose. J'ai fait une série sur les chevaux, mais mon marché n'était pas ici. Alors, j'ai dit, OK, on progresse, on s'en va ailleurs. Et là, j'ai commencé les scènes de ville, mais j'ai dit à mon mari, ça va être de nuit et pas de jour. Okay. Alors, j'accentue la complexité. Et puis, ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça. Et là, je me trouve des scènes un peu partout. Puis, je suis un oiseau de nuit, alors je me promène le soir. Je traîne mon mari aussi, forcément, pour qu'il vienne avec moi. Lui, il gèle pendant que moi, je fais les photos l'hiver et tout ça. Est-ce que vous prenez conscience du fait que vous allez représenter quand même le Québec et le Canada? C'est un peu ça, hein? Oui, c'est le patron là-bas de l'événement m'a envoyé la lettre en me disant que je représentais l'art canadien là-bas et tout ça. Alors... En terminant, André Gagnon, on l'a dit tantôt en début d'entrevue, là, à l'entrée du complexe funéraire, sur le coin de Conrad-Gosselin, chemin des Patriotes, il y a cet ange. Oui. On recevait l'artiste Patrick Mona là, avant les fêtes. C'est quand même très significatif, disons, pour le lieu, cette œuvre. Oui, très significatif. C'est sûr que pour Patrick, ça l'est encore plus. Il y a toute une histoire là-dedans. Mais ça fait partie un peu de cette volonté-là. Puis oui, c'est très significatif par rapport au lieu, par rapport à l'engagement qu'on a pris aussi avec Patrick par rapport à cette œuvre-là, qui est magnifique d'ailleurs. À vous deux, merci beaucoup. Puis bonne chance à vous dans votre périple parisien. Merci beaucoup. Et félicitations. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on a un invité de marque, un champion. Écoute, un manieur de chien de troupeau, on va en apprendre. On reçoit Daniel Turcotte et son chien Denver en studio. Manquez pas ça. Parlons frisbee, mais parlons aussi d'Ultimate Frisbee et parlons également du championnat provincial qui va se tenir d'ailleurs en Montérégie au mois de mars prochain, mars 2023. Essayons d'en apprendre davantage et de connaître un peu mieux ce sport qui prend de l'ampleur. Avec nous pour en discuter, le président d'Ultimate Montérégie, Yoann Ronsin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Bon, on connaît le frisbee de plage. Très bien. On connaît également le frisbee dans certaines villes où on a des paniers, où on peut jouer dans des parcs. Bon. Mais Ultimate Frisbee, on est ailleurs. Tout à fait. Bien, en effet, en disc golf, ce que vous appelez, on lance dans des paniers, c'est du disc golf. Vous en avez ici d'ailleurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais oui, le Ultimate Frisbee, en fait, comment ça joue? On joue en plusieurs formats. 4 contre 4, 5 contre 5 ou 7 contre 7. Le 4 contre 4, c'est propre au Québec puisque ça se joue en intérieur, en hiver. Le 5 contre 5, c'est la partie, je dirais, la plus accessible pour les équipes
pour jouer donc en extérieur cette fois-ci, avec une zone de but. Ouais. Et en 7 contre 7, c'est le format à l'international qui est le plus représenté. Vous jouez sur un terrain de football, de soccer? Tout à fait, sur un terrain de football. Donc en fait, c'est exactement comme du football canadien, américain. 81 verges de distance pour le terrain de jeu et 2 zones d'embut de 20 verges chacune de profondeur. Et en fait, le but est très simple. On attrape le frisbee dans notre zone de but souvent. On passe le frisbee aux joueurs tout au long du terrain. Et il faut qu'il y en ait un qui l'attrape dans la zone de but à l'autre bout. C'est quoi la différence avec le football? Vous allez me dire, il n'y a pas de plaqué? Zéro contact. Il n'y a pas de contact? Zéro contact. Le Ultimate Frisbee, une des caractéristiques principales, c'est l'esprit du jeu et le fait que, à part au niveau professionnel où il y a des arbitres, mais sinon tout le reste du jeu, mixte aussi très souvent, on ne joue sans aucun contact. Et en fait, il n'y a pas d'arbitre. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'arbitre. Si vous jouez en 7 contre 7, il y a 14 arbitres sur le terrain. Il y a autant d'arbitres qu'il y a de joueurs. Parce qu'une des règles principales au Ultimate Frisbee, c'est que tous les joueurs doivent connaître les règles du jeu et doivent être en tout temps capables d'appeler les fautes ou de valider les fautes que l'autre personne vient d'appeler. Mais comment on peut gérer une partie avec 2 clubs adverses s'il n'y a pas d'arbitre? Très bonne question. C'est pour ça qu'au niveau professionnel, il y a des arbitres. Mais je vous dirais que la règle d'or de l'esprit du jeu, c'est vraiment une valeur fondamentale. C'est le pilier du Ultimate Frisbee. Et ce qu'on appelle dans certains autres sports le fair play ou tout ça, nous, dans notre sport, c'est le fondamental. J'ai déjà vu plusieurs équipes qui vont à un championnat et qui ne gagnent pas le championnat alors qu'elles avaient des ambitions de ce championnat, mais qui, par contre, vont gagner l'esprit du jeu. Et pour eux, c'est tout aussi important que de finir premier. Ça existe depuis combien de temps au Québec, au Canada, en Amérique du Nord? Ça a été fondé... Alors là, vous me prenez sur les fondamentaux. Ça a été, je crois, en 1963, une université aux États-Unis, si je me souviens bien, dans le sud, Californie ou autre. Depuis combien de temps c'est au Canada? Ça, je ne saurais pas vous répondre. La Fédération québécoise Ultimate Frisbee existe déjà depuis 8 ans à peu près. On parle d'à peu près 9000 licenciés sur tout le Québec. Au Canada, on est la deuxième ou si ce n'est la première ou la deuxième plus grande fédération provinciale. Et puis, juste dans la région de la Montérégie, on parle de 560 joueurs, adultes et jeunes. Et juste le club de Saint-Jean, ici, on parle de pas loin de 300 joueurs, en sachant que Saint-Jean est le meilleur club au Québec. C'est eux qui ont remporté les championnats québécois en 7 contre 7 l'été dernier. Et ils ont fini 7e au championnat canadien. Donc l'équipe de Saint-Jean, ça joue très fort. Et pourquoi ils sont si bons, mis à part le fait qu'ils viennent de Saint-Jean? Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont si bons? Il faut savoir qu'il y a un très gros bassin en Montérégie de très très bons joueurs, gars comme filles, puisqu'on joue en mixte, en open. Et donc, en fait, ces gens-là sont dans le milieu depuis très longtemps. Il y a aussi une équipe professionnelle à Montréal qui est là depuis très longtemps, depuis le début de la UDL, l'association Ultimate de Frisbee au Canada et aux États-Unis. Il n'y a que 2 équipes canadiennes. Il y a Montréal, le Royal de Montréal, et puis il y a l'équipe de Toronto qui s'appelle le Toronto Rush. Avant, il y avait une 3e équipe qui était les Outlaws d'Ottawa, mais cette année, malheureusement, ils n'ont pas repris. Mais est-ce que Montréal et Toronto se confrontent occasionnellement? Bien sûr. En fait, on fait partie de la division Est, dans laquelle c'est la plus grosse division et de plus loin le calibre le plus élevé de toute la UDL. Il y a 4 divisions en AUDL. Sur la division Est, vous avez New York Empire, une très grosse équipe qui a gagné genre 4 fois en ligne les championnats. Ensuite, vous avez DC, Washington DC, très très bonne équipe aussi. Nouveaux qui viennent d'arriver, Boston Glory, et puis Montréal et Toronto. Question un peu bizarre, mais comment on arrive à financer les opérations d'une équipe? Parce que là, il y a du déplacement, il y a de l'hébergement, il y a de la restauration. Je veux dire, alors, il faut que les gens soient disponibles. Tout à fait. C'est des équipes professionnelles, mais à ma connaissance, les joueurs ne sont pas encore tous salariés, loin de là. Oui, c'est beaucoup de frais. Là, il faudrait peut-être poser la question plus à Jean-Lévis Champagne. Il doit sûrement y avoir des commanditaires et des choses comme ça. Oui, bien sûr. Mais il reste que localement, comme vous dites, Saint-Jean a une bonne équipe. Vous êtes président de l'Ultimate Montérégie. Cette association-là représente quoi, au juste? Alors, l'association d'Ultimate Montérégie, en fait, c'est la 3e association régionale qui a été créée au Québec après Montréal et Québec. Elle est toute nouvelle, ça fait à peine 2 ans et demi qu'on existe. On regroupe, en fait, Ultimate Saint-Jean, Ultimate Chambly, Ultimate Longueuil, Ultimate Saint-Hyacinthe, puis en devenir, il y a Ultimate Varennes.
qui s'en vient là, comme club. Puis c'est ça un petit peu au niveau des équipes, des clubs qui sont représentés actuellement. Le but d'Ultimate Montérégie, c'est de développer le jeu. Je vous dirais que les ligues récréatives, elles se développent un peu par eux-mêmes, mais plus pour aider au niveau du junior. Question un peu naïve, mais bon, on est probablement dans les mêmes âges. Qu'est-ce qui fait que vous avez découvert ça? Et qu'est-ce qui fait que moi, quand j'étais à l'école, mes professeurs d'éducation physique m'ont jamais parlé de ça? Bien, c'est un sport récent en termes de visibilité. Comme vous me le disiez, on ne voit pas beaucoup d'Ultimate encore, malheureusement, à la télé ou dans les grands médias, ce qui est vraiment dommage. Puis, c'est quelque chose qui est en plein développement. Donc, au niveau des jeunes, on essaye de travailler de plus en plus à l'apporter, notamment avec l'Académie québécoise d'Ultimate, qui est en fait un service clé en main que propose la Fédération québécoise à toutes les écoles, qui va leur amener 10 séances complètes avec tout le tutoriel, comment organiser, préparer une séance. C'est 10 heures de séance, donc ce qui correspond parfaitement à un cycle de sport. Et ça permet de développer. Et c'est vraiment simple, parce que pour les jeunes, on ne travaille pas avec des disques de cette grosseur-là ou de cette rigidité-là. On travaille avec des plus petits disques de 145 grammes avec un plastique plus souple. J'en ai malheureusement pas amené aujourd'hui. Mais ça leur permet déjà de toucher mieux puis d'avoir une meilleure sensation. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez découvert ça? C'est un concours de circonstances. Mon fils, en fait, était à Brossard. Puis à un moment, il fallait le mettre en camp de jour pour l'été. Et il y avait un camp de jour d'Ultimate. Et donc, je lui ai proposé. Il m'a dit pourquoi pas. Et la grande chance, c'est que non seulement il y avait un camp de jour d'Ultimate, mais l'animateur était ni plus ni moins qu'un joueur du Royal qui maintenant est dans le top puisqu'il a fait partie d'Ultimate Canada l'année dernière. Et là, ça vous a donné la piqûre, là? Ben, je vous dirais que quand on va voir le premier match professionnel d'Ultimate Frisbee, on fait comme « Ah ouais, non, c'est pas... je te passe un disque, là. Vraiment, on n'est vraiment pas là. » D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avant de commencer l'entrevue, notre caméraman, Louis, là, qui est tout juste ici, il disait avoir vu ça à la télé. Était drôlement intrigué de par le fait qu'on peut lancer le frisbee de 1001 façons. Là. Tout à fait. C'est pas une façon comme sur la plage. Là. Expliquez-nous un peu les mouvements. Louis va essayer d'attraper. Oui? Non? Ah, OK. Non, il veut pas. Mais non. Comment on lance le frisbee au juste? Alors, on peut lancer comme ça. On peut lancer ce qu'on appelle en flic. Donc là, on a les doigts à l'intérieur, puis on est sur le côté. Ouais. Donc là, on va lancer de cette façon-là. Il l'a attrapé. On est rendu à 2. Bravo, Louis. Après, un lancer qui est très impressionnant, c'est ce qu'on appelle le hammer, qui est un lancer qui part par-dessus la tête, puis qu'on lâche au-dessus. OK. Hop! Non, raté. Puis après, il y a des lancers qu'on appelle plus de type soucoupe. Donc ceux-là, c'est des lancers quand le défenseur est devant nous, qu'on va lancer par-dessus l'épaule du défenseur. Donc, comme ça. Excuse-moi. Puis après, il y a toutes sortes de lancers. On peut lancer ce qu'on appelle des flottants, comme ça, qui sont en fait un petit peu pour lober le joueur qui est au-dessus de nous. Donc on va juste faire comme ça. En fait. Ah! 3 sur 5. Bravo. Les deux autres, je ne les ai pas forcément bien lancés. OK, ça donne une idée. On a fait ça un peu de façon improvisée, donc désolé là, pour le son ou l'image, mais je voulais quand même qu'on démontre un peu ce que c'est au juste. Puis si vous allez aussi sur Internet, vous regardez Ultimate Frisbee, là, vous allez voir des vidéos, vous allez comprendre un peu la dynamique du jeu. Mais tout à fait. On court tout le temps, là. Oui. C'est pas un sport où on se repose beaucoup. Là, il faut beaucoup de cardio. D'ailleurs, on change beaucoup. Il y a des... au niveau 7 contre 7, il y a une ligne de défense, une ligne d'attaque. Et sinon, quand on joue en 5 contre 5 ou autre, ben, on se relaie très souvent entre nous. Là. Oui, ça, c'est crucial. On comprend un peu ce que c'est maintenant, que c'est installé, qu'ici, en Montérégie, il y a une association. À Saint-Jean, il y a une équipe, il y en a une à Chambly, à Longueuil, à Saint-Hyacinthe. Et là, vous avez le championnat provincial qui s'en vient au mois de mars. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Ça, je vous dirais que c'est l'apothéose de la saison. Ben, là, en hiver, de 4 contre 4, mais il y en a aussi un, bien sûr, en été, en 5 contre 5 pour les plus jeunes, parce que niveau 7 contre 7, c'est plus pour le junior plus élevé actuellement. Donc là, en fait, au mois de mars, on va avoir potentiellement 30 équipes qui vont représenter 7 à 8 régions du Québec.
On parle de l'Abitibi-Témiscamingue, Gatineau, Rimouski, Québec, Montréal, bien sûr, qui sont les 2 grosses puissances. Bien sûr, nous, la Mauricie aussi, qui va être présente probablement, enfin sûrement. Donc là, on parle de 30 équipes qui jouent en 4 contre 4 avec vraiment une classification, avec des poules, des forces et tout ça. Et tous ces jeunes-là vont jouer tous ensemble pendant 2 jours, le 18 et 19 mars, au centre BMO de Saint-Hyacinthe. À l'intérieur? À l'intérieur, en format 4 contre 4. Bon. Mais est-ce que ça veut dire, comme exemple, si l'hiver à Saint-Jean, je présume qu'ils doivent jouer soit au collège militaire ou au stade de soccer? Tout à fait. Ils ont des ligues également en 4 contre 4, tout à fait. À l'intérieur, parce qu'en hiver, on joue sur des turfs intérieurs. En fait, sur un terrain de soccer régulier, on peut installer 3 terrains de 4 contre 4, ce qui nous permet de jouer. OK. Votre souhait avec ça, c'est d'en parler, de le faire voir, à ce qu'un jour, il y ait plus de joueurs, qu'il y ait plus d'associations? Tout à fait, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à développer, surtout au niveau des jeunes, parce que je vous dirais que le Ultimate Frisbee, honnêtement, vous allez y jouer une fois, vous n'allez pas y jouer qu'une seule fois. C'est pas possible. Les gens qui embarquent en Ultimate Frisbee, qui jouent, ont tout de suite la piqûre par l'esprit du jeu, par le type de jeu que c'est, par le mix entre la stratégie puis le côté physique, parce qu'il n'y a pas juste du lancer, il y a beaucoup de stratégie et il y a aussi du physique. Donc, c'est vraiment un sport très complet. Mais au niveau des jeunes, vraiment, ce qui ressort de tous les professeurs qui essayent ou tous les jeunes qui essayent ou les commentaires des parents, c'est qu'on ne fait pas juste apprendre un jeu à des jeunes. On crée avec l'attitude et l'esprit du jeu des citoyens pour le futur qui sont capables de résoudre des litiges, notamment dans le cadre du jeu, puisqu'ils doivent connaître et argumenter quand il y a des... Ça serait probablement intéressant, je ne sais pas si c'est commencé, mais que des professeurs d'éducation physique dans nos écoles fassent quelques sessions avec leurs élèves pour leur faire découvrir ce sport-là. Parce que, bon, tu sais, on va jouer au football, au hockey, au soccer, au basketball, au handball, au volleyball, peu importe ce qu'on fait dans les écoles, mais ça mérite probablement qu'on s'y attarde davantage. Tout à fait. Puis le RSEQ de Montérégie nous aide beaucoup à l'heure actuelle au développement. D'ailleurs, là encore, Ultimate Saint-Jean a été un des pionniers. Avant même que le RSEQ existe, il y avait déjà une ligue d'Ultimate Frisbee junior ici à Saint-Jean. Puis c'est en développement. Intéressant, on en apprend tous les jours. Un gros merci, bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Belle activité à faire en famille. C'est une activité d'interprétation au Parc des Parulines. Ça va se tenir le samedi 28 janvier. C'est organisé par les loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous avez de l'intérêt, il y a bien sûr l'adresse courriel ici même pour vous inscrire. À demain. Bye-bye.